La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de B2B en partenariat avec l'AGFI et son rédacteur en chef Frédéric Lelièvre. Bonjour. Bonjour Vincent Magny, les SIG, vous connaissez forcément les SIG à Genève, c'est l'eau, y compris les jets d'eau, vous le saviez bien sûr. Oui, 140 mètres d'eau et de haut, si mes informations sont bonnes, le jet d'eau, à vérifier. C'est en forme aujourd'hui Vincent. Les SIG, ce sont aussi l'électricité, le gaz, la géothermie, c'est une actualité récente, mais tous ces sujets sont d'une actualité brûlante et pour en parler, nous recevons le directeur de cet établissement de droit public, Christian Brunier. Merci d'avoir accepté l'invitation de B2B. Merci de m'avoir invité surtout. Merci d'être avec nous. Alors avant de parler du risque de pénurie, de l'augmentation des prix ou encore du fonctionnement du marché de l'électricité, nous allons faire connaissance avec vous. Portrait. Christian Brunier, vous avez démarré votre carrière au SIG comme apprenti. Vous vous rappelez de votre premier jour dans l'entreprise ? Oui. C'était une très bonne expérience parce que j'étais rentré à la caisse maladie de SIG. À l'époque, il y avait une caisse maladie interne, ce qui n'existe plus. Et en fait, on m'a quasiment filé les clés du bureau très vite. D'accord. J'étais en autonomie, j'étais avec 2 personnes qui m'ont fait énormément confiance et qui m'ont mis en confiance, ce qui m'a permis de grimper jusqu'à la direction générale. Vous avez ensuite été directeur de l'innovation de la communication, un projet qui vous a marqué à ce poste-là ? C'était un peu la restructuration d'une administration avec des effets péjoratifs, des lourdeurs, un peu poussiéreux, à une entreprise publique dynamique. Ça, c'était les premières prémices sous l'ère de Raymond Battistella, qui était le premier directeur général avec qui j'ai collaboré. Et puis là, moi, j'étais un peu son fou du roi. Non, mais j'étais un peu son conseiller, j'étais en proximité, puisque je dirigeais la communication, la conduite du changement. Donc j'étais très proche de lui. Et donc on a transformé un peu l'entreprise. C'était la première étape d'une grande transformation. Quelles étaient, vous dites, une entreprise publique dynamique, quelles étaient vos idées à l'époque pour dynamiser cette entreprise ? Je les résumerai de la façon suivante. On est très conservateur dans le service public habituellement. Alors que moi, je tiens la théorie comme quoi on doit être les plus innovants possible. Innovants parce qu'on est dans un marathon. On n'est pas dans le quotidien comme les entreprises privées. Nous, on voit dans la durée. Quand vous construisez un barrage, c'est sur 50 ans. Quand vous développez les réseaux géothermie, c'est 15 ans de boulot pour 60 ans d'existence, etc. Donc, on est vraiment dans un marathon. Et donc, quand on est dans un marathon, on peut prendre plus de risques. Et donc d'être hyper innovant. Donc moi, le service public, on devrait être les plus innovants du monde. Et c'est ce que j'essaie de faire à SIG, c'est d'être assez innovant. J'ai été parmi les premiers à enlever les horaires, à mettre des horaires à la confiance pour celles et ceux qui le veulent. Pas tout le monde veut. Il y en a qui veulent un horaire. Mais nous, on travaille en télétravail bien avant le Covid aussi, où on n'est pas obligé d'aller tous les jours au même endroit. Donc le but, c'est d'aller à l'endroit le plus adapté pour bien faire son travail. Cette volonté d'innovation, elle vient d'où chez vous ? Je crois que c'est la société qui est comme ça. C'est où on s'adapte, où on subit. Et mieux que s'adapter, c'est d'être un peu précurseur. Donc de temps en temps, d'être précurseur, on anticipe et on gère beaucoup mieux le changement. Subir le changement, c'est difficile. L'être humain, il n'est pas fait pour. Par contre, tenter, expérimenter, innover, je pense que ça motive les gens. Et puis, avec la sagesse de dire, là, on s'est trompé, on arrête, on revient en arrière, on laisse la possibilité, comme les horaires, moi, j'ai toujours laissé la possibilité de dire, vous choisissez un horaire fixe, avec des droits et des devoirs, ou un horaire à la confiance, qui donne plus de liberté, mais qui aussi donne plus de responsabilité, parce que lorsque vous avez un horaire à la confiance, de dire, tiens, j'ai assez bossé, vendredi, je ne viendrai pas, il faut être sûr de soi. Donc voilà, c'est une autre philosophie. Ça a fonctionné pour vous, ces idées apportées. Vous avez également pris la direction des services partagés et puis en 2014, nommé directeur général. Est-ce qu'un parcours comme le vôtre serait à nouveau possible aujourd'hui si vous démarriez en tant qu'apprenti ? Alors, je l'espère.
Et d'ailleurs, je pense que les filières un peu atypiques sont de plus en plus privilégiées. On a eu, je sais pas, de l'âge de mes parents ou de mes grands-parents, c'était un peu à l'opportunité, on tenait peu compte des diplômes. Puis après, il y a eu une mode du diplôme qui est venue à peu près dans ma génération, où on reconnaissait les gens que par rapport à leur cursus d'étudiant. Ça faisait 30 ans qu'ils avaient fini leurs études, mais on regardait s'ils avaient un doctorat, quoi. Ça n'avait aucun sens. Et puis maintenant, on voit qu'il y a, moi, je sais pas, dans un CV, quelqu'un qui pilote une association, un club de sport, qui a fait une année sac à dos à travers le monde, etc. C'est toutes des expériences qui enrichissent énormément. Et il faut en tenir compte. Un diplôme, c'est bien. Et moi, je dis pas qu'il faut pas avoir de filière académique, hein. J'ai dû en faire une. Comme je dis toujours, ce qui compte le plus dans mon CV, c'est d'avoir un MBA. Ce qui m'a apporté le moins, c'est de faire un MBA. Donc voilà, ça veut dire que les expériences de vie, on les fait ailleurs. Et c'est vrai que de passer d'apprenti à directeur général, je pense que c'est bien, à condition qu'on change quand même durant la carrière, hein, qu'on ne soit pas dans une filière un peu pépère. Moi, j'ai changé quasiment tous les 3 ans de fonction. J'ai travaillé dans des domaines très, très différents. Et puis, j'ai une vie en parallèle très riche. J'ai été très présent dans le monde associatif, dans le monde syndical, dans le monde politique, hein. J'ai présidé le Parti socialiste 4 ans. J'ai été député 11 ans. Donc, j'avais une autre vie. J'étais administrateur de société, etc. Donc, il faut multiplier les expériences. TPG notamment, J'ai été administrateur des TPG. Il faut vraiment multiplier les expériences. C'est là qu'on apprend les meilleures écoles de vie. Vous parlez de la politique, c'était il y a un moment maintenant que vous y étiez. Est-ce que ça vous retenterait de reprendre à un moment donné un mandat pour venir à l'échelle cantonale ou d'une commune? Vous avez été aussi à l'échelle communale très actif. Ça vous manque? Non, ça ne me manque pas du tout. Non, mais moi j'ai adoré être conseiller municipal, j'ai adoré être député, j'ai adoré être président de parti. Comme je dis, président de parti, c'est où j'ai le plus appris. Vous dirigez des divas qui veulent faire des carrières, qui ont beaucoup d'idées, qui sont des bons orateurs ou des bonnes oratrices, et puis vous n'avez pas beaucoup de pouvoir sur eux finalement, à part le pouvoir du leadership. Donc moi j'ai appris énormément, donc je regrette rien. J'ai adoré ce parcours politique, j'ai vraiment rencontré des gens fabuleux aussi, hein, tant de mon camp que du camp adverse d'ailleurs. Mais voilà, moi j'ai donné. Je pense qu'il y a suffisamment de jeunes aujourd'hui pour faire le job. Mais est-ce qu'à l'inverse, ce ne serait pas le moment de retourner? Parce que vous avez maintenant une expérience vraiment de direction d'entreprise, d'entrepreneur, de transformateur, vous l'avez évoqué, des SIG. Et beaucoup d'entrepreneurs dans le canton de Genève se sentent un peu incompris des politiques, constatent une fiscalité qui augmente, l'impôt sur la fortune, l'outil de travail. Un patron qui retournerait, reprendrait un mandat, ça pourrait les aider, non? Non, parce que moi, la seule préoccupation que j'ai, c'est l'urgence climatique. Je pense que c'est ce qui est le plus dangereux pour l'avenir. Si on continue comme ça, on fonce dans le mur, quoi. On ne se rend pas compte, mais on est en train de laisser une planète pourrie pour les générations qui vont suivre. Et ça, c'est la priorité. Et c'est clair que quand je travaillerai moins, je m'engagerai plus pour la planète. Je m'engage beaucoup professionnellement, hein. C'est quand même SIG est l'un des moteurs au niveau local du traitement de l'urgence climatique. Donc, je m'engagerai à titre personnel beaucoup plus, mais pas en revenant dans un mandat politique. J'ai bientôt 60 ans, franchement. Il y a des jeunes qui font ça beaucoup mieux que moi. Et puis, soyons pas trop critiques sur la politique. Je n'arrête pas de dire ça à mes confrères et consoeurs, parce que c'est vrai que dans le monde économique, les gens ils sont hyper critiques par rapport aux politiques. Pour bonne raison d'être. Non, franchement, moi, j'ai vu les plus belles compétences que j'ai vues, c'est en politique. Alors, bien sûr, sur 100 députés, il y en a 50 ou 60 qui font bien leur job, peut-être. Et d'ailleurs, moi, je serais pour un Parlement plus resserré, hein, plus exigeant, plus professionnel. Parce que le Parlement de milice, c'est bien joli, mais franchement, il y en a quand même peu qui arrivent à avoir une carrière professionnelle correcte et puis avoir une vie de famille et exercer leur fonction politique correctement. En principe, les gens, ils sacrent leur vie de famille, ils sont pas top au niveau professionnel, puis au niveau politique, ils n'y arrivent pas non plus. Donc, il faut professionnaliser un petit peu plus. Et puis, mais par contre, il y a des gens de talent dans le monde politique. Et il faut arrêter de les critiquer toujours. C'est trop facile. En venant d'un établissement de droit public contrôlé par le canton, c'est un peu normal que vous défendiez le pouvoir public à Genève. Vous savez, je ne suis pas d'un naturel très soumis. D'ailleurs, on me le reproche de temps en temps. Quand vous n'êtes pas investi dans la cause du climat, on peut vous voir jouer parce que vous faites de la musique, hein, vous aimez ça, vous êtes saxophoniste. Vous jouez en public, ça vous arrive? Alors, je jouais énormément. À mon jeune âge, je jouais des fois entre 15 et 20 heures en concert par semaine. C'était énorme. C'est plus que la plupart des professionnels. Depuis, je joue beaucoup moins, mais je joue de temps en temps.
Je vais jouer bien prochainement avec l'orchestre de SIG d'ailleurs. On a un orchestre un peu jazzy comme ça. On s'amuse et on passe des très très bons moments. Donc ça, quand j'aurai plus de temps, je referai un peu plus de musique. Là, j'ai malheureusement pas beaucoup de temps. Alors, je suis tombé sur cette information. Littérature, vous n'aimez apparemment pas les romans. C'est exact. Pourquoi ? J'aime pas trop les histoires inventées, quoi. Et je pense qu'il y a tellement de véritables histoires romanesques que je préfère la vérité, l'histoire vraie. Donc, et on retrouve les mêmes ingrédients que dans un roman, à part qu'il y a des gens qui l'ont vécu. Donc c'est pour ça que je suis plutôt pour les livres politiques, les livres philosophiques, mais pas tellement les romans. Votre devise, Carpe Diem, comment est-ce que vous mettez ça en pratique dans la vie de tous les jours, au travail, à la maison ? J'essaie de profiter au maximum de la vie. La vie est courte. Et c'est vrai que j'aime bien tous les plaisirs de la vie et de voir tous les bons côtés de la vie. Alors, bien sûr, en tant que dirigeant d'entreprise, je n'ai pas que des choses heureuses qui m'arrivent dans une journée. Mais à la fin de la journée, j'essaie de faire mon bilan en me disant j'ai eu quand même des super moments dans la journée. Et même dans les journées un peu difficiles, quand vous commencez à identifier les moments qui ont été sympathiques, vous en identifiez quasiment tout le temps. À moins qu'il y ait un de vos proches qui soit décédé ou qu'il y ait un enfant très malade ou tout ça. Mais autrement, il y a toujours des bons côtés. Donc, au lieu de capitaliser sur les mauvais côtés, capitalisons sur les bons. Et on vit beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup mieux. Christian Bruguier, dans cette deuxième partie de B2B, nous allons aborder les sujets chauds du moment, le risque de pénurie cet hiver, l'augmentation des tarifs, le fonctionnement du marché de l'électricité. Avant d'en parler, un mot bref sur la santé économique des SIG. 2021, c'était une bonne année, un chiffre d'affaires de presque 1 milliard, 952 millions de francs exactement, un bénéfice d'exploitation de 249 millions, donc une bonne marge, 26%. 2022, vous vous attendez à quel résultat ? Un petit peu moins bon, mais quand même très bon. C'est vrai qu'on doit. Le but, c'est nous, on n'est pas en train d'enrichir nos actionnaires. Et en plus, nos actionnaires, c'est l'État et les communes. Ce sont l'État et les communes. Donc, ça retournerait dans la poche du public. Non, nous, on essaie d'avoir des bons résultats pour avoir la capacité d'investir pour le climat. Donc, c'est ça. Nous, on a des investissements colossaux. On va investir 1,5 milliard dans les 10 ans dans la thermique renouvelable. On a déjà commencé. On a environ 300 millions d'investissements par année, 100 millions pour entretenir nos réseaux, nos ouvrages, 100 millions pour se développer et 100 millions par rapport à l'urgence climatique. Donc il faut qu'on ait cette capacité-là. Et donc on gère strictement l'entreprise. Donc c'est un mélange. Moi j'essaie d'être très fun en matière de donner du sens aux employés. Et c'est vrai d'être là en première ligne pour lutter contre l'urgence climatique. Je pense que ça motive, ça donne du sens à son boulot, ça donne une certaine fierté. Mais par contre, il faut qu'on soit rigoureux. C'est de l'argent, entre guillemets, public. Alors, on ne perçoit pas l'impôt, mais quand même, 50% de notre chiffre d'affaires est un monopole. Donc, il faut qu'on soit très exigeant en termes de gestion et on a une rigueur quand même très forte pour un service public. On viendra au prix de l'électricité dans un moment, mais d'abord le risque immédiat. On a reçu plusieurs patrons dans B2B, notamment la présidente de Carandache qui s'inquiétait du risque de pénurie. Les signaux semblent positifs. On a l'impression que pour cet hiver, on est sauf. Est-ce que ce sera bien le cas à Genève ? On peut se rassurer pour au moins cet hiver 2022-2023 ? Alors, dans les spécialistes, il y en a 50% qui vous disent pas de problème, puis il y a 50% qui vous disent dans quel côté ? On va avoir de la pénurie. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un camp qui aura raison. Moi, je vous dis juste un truc, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Le risque est moins élevé qu'il y a quelques semaines. Néanmoins, on n'a jamais été aussi proche d'une pénurie. Donc, à partir de là, il faut se préparer. Je suis assez optimiste pour cet hiver, mais si on se prépare, ça sera tout du travail qui sera utile peut-être pour les années suivantes. Parce que tant qu'on n'a pas fait une transition écologique, une transition énergétique, eh bien, on aura ce risque de pénurie. Et alors, justement, les SIG viennent de publier le résultat de leur enquête sur le potentiel géothermie à Genève. Le résultat est positif. À terme, combien de chaleur tirée du sol fournira des énergies au canton et augmentera sa sécurité énergétique ? J'espère 100%. Non, du sol, il y aura 30% à peu près. C'est le potentiel qu'on imagine. Plus que prévu. Plus que prévu. Donc, on a un tiers des besoins de chaleur dans le sol à Genève. Donc, c'est un magnifique patrimoine. Pour être plus indépendant de l'étranger. Franchement, si c'est SIG et le canton qui ont les mains sur cette richesse, on est moins dépendant de l'OPEP ou de M. Poutine, par exemple.
Donc c'est assez rassurant. Il y a un contrôle démocratique qui peut se faire. Si d'un seul coup SIG ou l'État faisait des bêtises, le peuple pourrait sanctionner. Sanctionner Poutine ou sanctionner l'OPEP, c'est beaucoup plus dur. Et puis ça nous permet aussi d'avoir une énergie propre. Elle est complètement renouvelable. Il y a quasiment très très peu de CO2 pour extraire de la géothermie. Donc c'est local, c'est propre, et ça crée de l'emploi et de l'économie durable au niveau local. Donc ça, c'est vraiment l'avenir. Et on a la géothermie, mais on a l'eau du lac aussi, qui est un potentiel magnifique, qu'on utilise de plus en plus. On a le solaire qu'on est en train de développer. On a un potentiel solaire quand même nettement plus élevé que ce qu'on a actuellement. Donc on a vraiment des ressources énergétiques importantes au niveau local, et il faut les exploiter au maximum. Dans le même temps, la Confédération appelle à la sobriété, à moins consommer. Est-ce que les mesures qui ont été annoncées depuis cet été par les différentes autorités produisent un effet? Est-ce que vous observez un ralentissement, une baisse peut-être même de la consommation d'électricité qui nous aiderait à limiter aussi les risques de pénurie? Alors l'université est en train de chiffrer ceci. C'est difficile de chiffrer parce qu'on ne relève pas quotidiennement les compteurs de toute la population. Les entreprises sont relevées de manière interactive de plus en plus souvent, les grandes entreprises, mais la population pas, c'est un relevé annuel. Donc, on manque de données quand même. Donc il faut faire des probabilités. Donc l'université est en train d'établir ceci. Certainement qu'il y aura un résultat assez positif. Moi, je pense qu'il faut qu'on en tire aussi des conclusions. Si on arrive à moins consommer, parce qu'il y a un risque de pénurie, on devrait arriver à moins consommer pour protéger la planète. Et protéger son porte-monnaie, parce que quand on ne consomme pas, on paye moins aussi. Donc là, on a une responsabilité. Il y a plein de superflus, franchement. Et on peut vraiment consommer mieux sans vraiment descendre notre confort. C'est enlever le superflu et puis avoir des nouveaux équipements et des nouveaux comportements. Et Genève, on est précurseur en la matière, puisque depuis longtemps, avec le programme ECO21, on montre qu'on peut continuer à avoir de la croissance économique en consommant moins. Et ça veut dire que c'est peut-être de la croissance durable. Et c'est qualitative, comme on l'appelle. Un autre élément pour faire baisser la consommation, c'est le prix. Alors, vous allez aider tout le monde ici à Genève, puisque les prix augmentent en moyenne de 22% en 2023. Ça a été annoncé cet été, à un moment où les prix sur le marché européen étaient très élevés. On avait un mégawatt-heure qui était proche des 700 € et qui est retombé à peu près 200. Est-ce que ça change la donne pour vous? Est-ce qu'il y a moyen, finalement, de peut-être moins augmenter les prix parce qu'on a, ce que vous dénonciez aussi sur Radio Lac en septembre, une spéculation qui était très forte et qui semble être retombée? Non, parce que si on arrivait à augmenter de 22% et pas de 300%, parce que si on avait collé au marché, c'est ce qu'on aurait fait, on aurait augmenté de 300%. Nous, vous avez vu, on a été parmi les plus raisonnables, les plus bas au niveau national. C'est parce qu'on a une politique d'approvisionnement très prudente et on a conclu des accords à long terme qui permettent de stabiliser les prix. Les SIG produisent un peu, mais vous importez et vous distribuez surtout. Nous, pour le moment, on est des distributeurs. On produit environ 25% de l'électricité du canton. Il faut qu'on produise plus, justement, pour être moins dépendant. Donc, on est très dépendant des marchés. Et nous, on a toujours eu une politique d'approvisionnement et pas de spéculation. Nous, on ne faisait pas du trading, on ne faisait pas de l'achat-vente pour essayer de gagner de l'argent. On essayait d'acheter au meilleur prix, aux meilleures conditions pour alimenter la population. Ce qui nous a permis d'augmenter moins que les autres. Par contre, c'est clair que ces contrats, ils sont sur des durées plus longues, donc on ne peut pas coller au marché. Et ceux qui ont collé au marché, ils s'en mordent les doigts, parce que pendant 10 ans, ça allait bien, mais là c'est redoutable. Et les prix redescendent, mais ils redescendent pas au prix normal. Il est encore très très haut, le prix. Il est encore très élevé. Donc non, on est dans une folie, et je le redis, je le répète, l'électricité, c'est un produit vital, et à partir de là, il n'est pas soumis au marché. Quand on soumet au marché un produit vital, on voit ce que ça peut donner. C'est déraisonnable. La concurrence a plein de belles vertus, mais pas sur les produits vitaux comme l'eau ou l'électricité. Il y a quelques semaines en arrière, Pascal Vandenberg, le patron de Payot, était assis à votre siège. Il parlait, sans le nommer, de son fournisseur d'électricité pour son grand magasin Nature et Découverte et Payot à Genève. Il évoquait une augmentation du prix de 14 x 14 pour 2023. C'est une augmentation qui est possible. Il a vraiment pu y avoir de telles augmentations pour certains de clients. C'est qu'il avait un prix très très bas, mais si les gens n'écoutent pas les conseils qu'on donne tout de suite, parce que nous on a alerté beaucoup de clients. Alors, je ne sais pas si c'est son cas, je stigmatise pas. Il n'avait pas mentionné spécifiquement un distributeur non plus, mais au final, il a changé de distributeur. Nous, on a prévenu les gros clients qui étaient au marché en disant on a l'impression que le marché augmente sensiblement et est déraisonnable. Faites attention, vous arrivez au bout de votre contrat, renouvelez-le assez vite.
Je prends un établissement très conséquent à Genève, on l'a alerté, il aurait pu signer à 8,9 centimes le kilowattheure. Lorsqu'il était prêt à signer, on était quasiment à 1 franc. Donc voilà, c'est clair qu'il y avait des rappels. Il y avait aussi des offres un peu bizarres, des offres qui sont valables que quelques heures. Et en termes de bonne gouvernance, une entreprise ou une commune n'arrive pas à décider en quelques heures de signer un contrat d'approvisionnement. Donc nous, on faisait passe-plat des offres. On disait là, il y a une super offre, mais vous avez 5 heures pour décider. Changer, c'est rapide, c'est facile à faire, changer de fournisseur. Pour les gros consommateurs, dès que vous êtes en bout de contrat, vous pouvez changer de fournisseur. Donc même si on est à Genève, on peut aller se fournir à la Romande Énergie ou ailleurs. C'est la libéralisation des marchés. On va où on veut. Bien sûr en fin de contrat, et puis on bénéficie des prix du marché, mais on subit aussi les hausses de marché. Donc ce petit marché où franchement personne n'y gagne dans la durée, il n'y a aucun exemple de libéralisation de l'énergie où les gens étaient gagnants dans la durée. À court terme, oui, on casse les prix, etc. Et puis il y a beaucoup d'ego. Moi, franchement, la plupart des clients qu'on a perdus, c'est des clients qui étaient entre guillemets des mauvais clients. Des mauvais clients parce qu'ils voulaient consommer le moins cher possible, ils s'en foutaient de la qualité énergétique. Donc voilà, il y a plein de gens qui étaient contents d'aller piquer 3 clients au distributeur d'à côté, mais ça n'amène rien. Il y a plus en plus d'acteurs dans le monde économique. Plus il y a d'acteurs, plus c'est cher. En macroéconomie, plus il y a de monde, plus ça va être cher. Donc à un moment donné, il faut bien que quelqu'un paye l'addition, et malheureusement, ce sont les clients. Donc cette libéralisation est déraisonnable. Le but de l'énergie, c'est de fournir une énergie au meilleur prix, aux meilleures conditions, au juste prix. C'est ça que je dis aux autorités. Fixer un juste prix, la concurrence n'apporte pas ce juste prix. Et dans ce domaine, pour continuer votre réflexion finalement de réinventer le marché, le système d'approvisionnement électrique, on recevait aussi tout récemment James Gentizon, que vous connaissez peut-être, le patron de Inergia, qui c'est une entreprise vaudoise qui est maintenant soutenue par André Hoffmann et qui propose aux communes de moins de 10 000 habitants de revoir complètement leur système d'approvisionnement pour en reprendre le contrôle. Et il critiquait la mainmise des services industriels sur les communes. Et il appelle vraiment à un sorte de Big Bang. La commune va trouver les ressources, planter des éoliennes. Il pense que c'est possible, par exemple, si on explique à la population que ces éoliennes, elles vont alimenter la commune et pas être installées par un opérateur allemand, par exemple. C'était ce qu'il évoquait. Ça, vous pensez que vous combattez pour la transition écologique, énergétique, mais il faut pouvoir la faire. Et il y a souvent des oppositions. Alors, nous, on ne la combat pas. Nous, la décentralisation de l'énergie, on ne combat pas. On pense que c'est une évolution. Par contre, il ne faut juste pas tromper les gens. Il y a plein de gens qui vont vers une commune ou vers un groupe d'habitants en disant « vous allez devenir autonome, vous allez produire votre propre énergie, etc. » Et souvent, ils croient devenir indépendants, ils viennent doublement ou triplement dépendants d'entreprises. Parce que ce ne sont pas des pros de l'énergie. Donc, ils vont devoir avoir des partenariats pour construire leurs installations, après pour les exploiter, pour les entretenir, pour les facturer. Et au bout d'un moment, et puis ils restent souvent liés au distributeur local parce que souvent ils produisent des fois trop, donc c'est le distributeur qui rachète, et de temps en temps pas assez, c'est le distributeur qui complète. Donc en fait, c'est de la dépendance extrême, et je pense que chacun doit faire son boulot. Et c'est clair qu'il faut développer la production locale, décentraliser. On va plus avoir... Pendant des années, on avait des gros barrages, des grosses centrales, et puis on distribuait. Là, on va devoir de plus en plus une décentralisation des moyens de production. Par contre, de donner une autonomie, une fausse autonomie aux gens, faites attention. Nous, à la différence de beaucoup de distributeurs, on facilite ceci. Mais nous, il y a des gens qui reviennent quelques années après vers nous en nous disant, écoutez, vous nous avez développé un micro-réseau de quartier. Mais nous, on a plein d'histoires, on doit gérer le contentieux, les gens, ils ne nous payent pas, le relevé, on ne sait pas comment faire, la facturation, ce n'est pas notre métier, donc on les reprend. Donc voilà, chacun son boulot, et l'important, c'est de le faire. Si jamais vous ne les connaissez pas, vous renseignez sur cette nouvelle solution Inergia. Christian Brunier, pour conclure, rien de tel qu'un j'aime pas. Frédéric, la première question. Les trottinettes électriques, bien sûr. Vous aimez, vous n'aimez pas? Je ne l'utilise pas, mais j'aime si elles sont utilisées d'une manière correcte. J'enchaîne avec la boîte mail. Vider sa boîte mail pour consommer moins dans le cloud. Je le fais. Il faut le faire. Il faut vraiment le faire. On garde plein de données pour rien. Donc, franchement, l'histoire n'a pas besoin de ça.
couper le Wi-Fi le soir, ça fait vraiment une différence? Oui, et je le fais. Et franchement, ceux qui disent que c'est une perte de confort parce que le lendemain, il faut le rallumer, je peux leur éliminer plein de minutes inutiles dans leur journée. Hein. J'aime ou j'aime pas, Christian Brunier, des centrales solaires sur les lacs bernois? Non, j'aime pas parce que pour le moment, il faut les mettre sur les toits. Il y a plein de toits qui sont inutilisés. Donc avant de sacrifier du terrain ou des étendues d'eau, mettons-les en priorité sur les toits qui servent à rien aujourd'hui. Donc pas de barge sur la rade demain. Non, on a de loin pas recouvert les toits de Genève. Il y a un potentiel immense. Et si j'ai pendant un moment a pas fait assez, maintenant on essaie de récupérer et rattraper le retard. Mais on a suffisamment de toits, donc gâchons pas le terrain. Merci beaucoup, Christian Brunier, Merci d'avoir à été vous. avec nous aujourd'hui dans B2B. Merci, Frédéric Lelièvre. Merci Vincent Magny. On va se retrouver la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouvelles entrepreneurs en Suisse romande. Portez-vous bien d'ici là et à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. C'était B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.